chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de First Media TV, votre chaîne. Eh bien, à l'occasion des portes ouvertes de ce groupe de presse, First Media, nous allons donc faire le point, sinon l'état de lieu, de ce qu'a été le développement, sinon le désenclavement du département de la Sangha. Et pour ce faire, toute la rédaction de First Media est ici représentée. Juste à côté de moi, nous avons Marc Tempo. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons Paul J. Oku. Bonjour. Bonjour Sylvain Passamina. Journaliste observateur. Enquêteur sur les réalités du pays, précisément dans le département de la Sangha. Bienvenue chez vous. Merci. Et nous avons un invité de marque, c'est justement Monsieur Luyader Alvin Ekiba. Il est conseiller départemental de la Sangha et aussi attaché parlementaire à l'Assemblée nationale. Monsieur Alvin, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de me faire l'honneur de me recevoir dans votre émission. Depuis 2015, aujourd'hui 2023, donc jour pour jour, 8 ans, que le département de la Sangha a connu la municipalisation accélérée initiée par le président de la République. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui a été fait depuis ? En tout cas, encore merci une fois de plus. Je voudrais, avant de répondre à toutes vos questions, faire une incursion justement à la présentation de mon département. Puisque nous parlons de la Sangha, il n'est pas aisé de parler d'un département où on ne connaît pas son orientation géographique. La Sangha, c'est l'un des 12 départements que compte notre pays. Il est situé au nord. Il a pour chef-lieu Ouesso. Et nous avons plusieurs ethnies, à l'instar des Bakwele, des Ndjem, des Sanga-Sanga, des Bombili, des Yeswa, ils sont nombreux. Et c'est un département très ouvert et c'est un département pilote de notre pays. On parle même d'une contrée cosmopolite. Exactement. Parce qu'en dehors des Congolais, on a également nos amis qui sont frontaliers. Exactement. La Sangha, c'est une plaque tournante justement de notre pays et nous retrouvons pas mal de nationalités qui suivent justement le positionnement géographique de notre département. Est-ce qu'il y a eu des éléphants blancs dans cette procédure de municipalisation accélérée dans ce département de la Sangha? Alors, il faut déjà dire que la municipalisation accélérée intègre totalement la vision du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a pensé qu'il fallait initier un certain nombre d'actions allant dans le sens justement de désenclaver l'ensemble du pays. Ce n'est pas seulement le département de la Sangha, et comme la Sangha fait partie des départements du Congo, il en a été notre tour en 2015, et il y a eu justement un comité de suivi qui avait été mis en place, dirigé par l'ancien ministre Zoniaba, qui, à son époque, avec d'autres cadres du département, ont défini un certain nombre de projets et qui était au gouvernement de réaliser ces projets. Et pour le compte de la Sangha, nous avons quand même eu le bonheur d'avoir des voiries urbaines. En tout cas, c'est ce dont notre département a bénéficié. Mais en outre, il y avait quand même pas mal de projets qui n'ont jamais vu le jour. Mais là n'est pas l'occasion de faire un procès d'intention à qui que ce soit. Le département de la Sangha aujourd'hui brille et désenclavé puisqu'il est interconnecté justement à notre capitale par la route nationale numéro 2. Et voilà, nous osons croire que d'autres projets viendront éventuellement peut-être à une municipalisation additionnelle qui sera prévue. Alors, Paul J, est-ce que lors de ton dernier séjour dans la Sangha, qu'est-ce que tu as pu constater concernant les édifices, les ouvrages qui ont été réalisés? J'ai pu constater d'abord le bitumage de la ville, le chef-lieu du département de la Sangha. Déjà, coup de chapeau pour le gouvernement congolais, mais sauf que en sillonnant carrément ce département, j'ai vu qu'il y a pas mal de districts qui sont encore enclavés, à l'instar du district de Pikunda. Pour y accéder, on a peiné. En dehors de quelques pistes qu'on a eu à entendre, on n'a pas préféré emprunter ces pistes, mais nous en avons quand même eu accès par voie navigable. Mais toute une journée, ça laisse à désirer au moment où les municipalisations accélérées ont pu désenclaver au moins quelques départements, mais là, ça laisse à désirer. On a ouï entendre que dans la Sangha, il n'y a pas d'éléphant blanc. Comment est-ce que cela se justifie? Bon, déjà, il faut savoir que la Sangha n'a pas bénéficié des édifices publics tels que l'on a vu, on en a vu ailleurs. Dans d'autres départements? Dans d'autres départements, justement, il y a eu par exemple l'hôtel de la préfecture ailleurs, il y a eu pas mal d'ouvrages comme ça que nous n'avons pas bénéficié malheureusement. Nous avons pu avoir quand même un hôpital général, mais qui est resté inachevé jusqu'à nos jours. Ça fait partie des éléphants blancs dont on parle justement, mais à côté, il y a pas mal de projets, à l'instar par exemple du siège du conseil départemental qui est resté aussi inachevé, et donc c'est un certain nombre de projets comme ça, pilotes,
que nous osons croire que dans les prochains jours, on pourrait peut-être éventuellement les achever. En dehors de cela, on parle même du marché, le marché historique, le marché colonial qui est resté là comme tel qu'on connaît, même en une délocalisation. Mais moi, je voudrais quand même dire que le chef de l'État est très bienveillant par rapport à tous ces projets. Et le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Le gouvernement est sous son contrôle et il sait pertinemment ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait dans la Sangha. Et nous osons croire que d'ici peu, on aura justement les ouvrages prévus dans justement le cadre de notre municipalisation accélérée grâce à la dextérité de son excellence Denis Sassou Nguesso. Moi, je pense que le fléau, sinon le phénomène, il y a des éléphants blancs, c'est pas que propre au département de la Sangha. Ouais. Je pense que le fait qu'il y ait eu un comité de suivi, ces chantiers devront être poursuivis jusqu'à ce jour. Normalement, on aurait pu faire en état des lieux, on aurait pu faire une sorte d'évaluation. Une évaluation justement de ce qu'il en était. Oui, maintenant. Oui, mais disons que la municipalisation aurait été une très 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 bonne expérience. C'est vrai qu'elle est encore à la phase expérimentale et on ne pouvait que constater parfois ici et là quelques ratés. Mais j'aimerais qu'au cours de cette tribune consacrée à la Sangha, on mette un accent sur Pikunda, un des districts qui aujourd'hui ne semble pas bénéficier des commodités voulues ou attendues par les populations. Et là, effectivement, je vais m'adresser à l'élu local ou municipal du département de la Sangha. Alors, comment est-ce que le conseil entend mettre en place un certain nombre de projets qui concernent particulièrement cette localité? En tout cas, je suis content que vous ayez choisi de circonscrire justement le district de Pikunda, qui est en réalité mon fief électoral. Bon, vous savez, le conseil départemental n'a pas pour vocation de développer une contrainte en district. Le conseil départemental, c'est la vision globale du département. Et je pense que les problèmes que nous avons à Pikunda ne sont pas spécifiques à Pikunda. Mais il faut quand même admettre que Pikunda aujourd'hui reste le seul district qui n'est pas relié à son chef-lieu. Bon, déjà, ça fait 176 km et nous ne sommes nullement accessibles par voie carrossable. Je pense qu'aujourd'hui, avec les problèmes, avec la morosité économique que connaît notre pays, le conseil départemental ne bénéficie plus de subventions depuis un certain nombre d'années. C'est pour ça que vous constatez justement oui, justement, vous constatez que les gens ne sont pas payés. Il y a beaucoup d'années derrière et même. Et nous osons croire que le gouvernement prendra ses responsabilités parce que le conseil départemental est à l'agonie. Ça, il faut vraiment le dire. Il est démissionnaire. Et le projet, il va vraiment au-delà même des moyens du conseil départemental. Et notre élu est en train de se battre justement au niveau national. Elle a pu inscrire le projet du district, le projet de la route de Pikunda dans la loi de finances exercice 2020, qui malheureusement a connu la baisse à cause des cours du baril du pétrole. Mais le projet est encore à jour et nous espérons que nous le remettons au conseil départemental. C'est très difficile. C'est justement l'élu de Pikunda, donc la députée, Madame Adélaïde Réfine Sissou, qui est présentement la députée de Pikunda. Et on va suivre son intervention à l'Assemblée au cours d'une session. Elle a présenté deux doléances. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il n'est plus à démontrer que la route est un levier important dans le processus de développement de tout pays qui se veut compétitif et interconnecté aux autres. C'est ainsi qu'ayant compris les enjeux de développement que nous impose le 21e siècle, le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, n'a ménagé aucun effort pour émailler notre pays des voies de communication de haute facture. C'est donc dans cette perspective que le département de la Sangha, où se situe ma circonscription électorale, dispose d'une route d'intégration sous-régionale partant de la route nationale numéro 2 jusqu'à Tam, dans le district de Sonké, frontalier au Cameroun. Ainsi, il est en vue, toujours dans la Sangha, la mise en œuvre d'un autre projet de route d'intégration sous-régionale appelé Corridor 13, qui part de Ouesso jusqu'à Bangui, capitale de la Centrafrique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous saluons avec force la détermination et le pragmatisme du chef de l'État en la matière. Sauf que
tous les districts de la Sangha, à l'instar de Pikunda, ne bénéficient malheureusement pas des avantages de ce grand projet. En effet, Pikunda aujourd'hui reste le dernier district à ne pas être relié de son chef-lieu Ouesso par voie carrossable, alors que sa liaison à la route nationale numéro 2 ne fait que 97 km avec la piste déjà bien connue. Par ailleurs, Pikunda est le district qui dispose d'un potentiel incommensurable tel que le parc Toko-Pikunda, avec une biodiversité à couper le souffle, qui va impulser l'écotourisme en vue de diversifier notre économie, des hectares de champs de cacao à perte de vue, des champs de manioc et de bananes en outrance que les populations ne peuvent malheureusement pas évacuer pour le simple fait que le district n'est accessible que par voie navigable pour une journée entière de navigation, soit 176 km de Ouesso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avions réussi à inscrire ce projet dans la loi de finances exercice 2021 et annoncer ensuite aux populations. Mais malheureusement, la revue de la baisse de ce budget a tout remis en question et les populations de ma circonscription ne savent plus à quel sein se vouer. Question. Excellence, Monsieur le Premier ministre, face à la représentation nationale, que dites-vous à ces populations en autarcie qui attendent depuis 2 ans l'exécution de ce projet? La seconde interpellation est adressée au ministre de la Justice et des Droits humains. Monsieur le ministre, j'ai tenté de scruter amplement l'ensemble du programme du gouvernement décliné le 21 juin par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Koliné-Makosso, devant la représentation nationale. Et j'en déduis que le problème des peuples autochtones n'ont quasiment pas figuré parmi les priorités du gouvernement, alors que nous savons tous combien le chef de l'État a fait de cette question son cheval de bataille à travers l'adoption de la loi du 25 février 2011 portant protection et promotion de ces peuples. En effet, mon implication dans la résolution des problèmes liés à ces populations a conduit l'Observatoire congolais des droits de l'homme, en sigle OCDH, à porter son choix sur ma modeste personne afin de participer à 2 différentes missions conjointes, OCDH, parlementaires, journalistes et administration, dans les départements de la Sangha et de la Cuvette Ouest. Le but essentiel de ces missions était de toucher du doigt la réalité que vivent nos compatriotes autochtones dans l'arrière-pays, à l'instar de ceux qui vivent dans le district de Pikunda, ma circonscription électorale. Malheureusement, il en ressort de ces missions de terrain un constat relativement amer. En effet, il existe une très grande disparité entre Bantous et autochtones, quasiment sur tous les plans. Ainsi, partant de ces missions, il est perspective que la situation de ces citoyens n'a quasiment pas changé depuis la promulgation de la loi du 25 février 2011, citée supra. Ainsi, toujours pas de droit de propriété, pas de droit d'acquisition de terres ou de forêts, trop de restrictions liées à la pratique de la chasse, de la pêche, de la cueillette, même dans les zones conventionnellement accessibles, alors que ces activités leur sont nourricières. Très faible taux d'alphabétisation et d'accès aux soins de santé, etc. Question.
Monsieur le ministre, pouvez-vous décliner objectivement devant la représentation nationale la politique du gouvernement en la matière pour ce quinquennat? Deuxième question, qu'en est-il de la situation des textes d'application de la loi citée supra sur sa promulgation? Troisième et dernière question, qu'est-ce qui fait que les populations autochtones, bien sûr, ne soient pas informées de l'existence de cette loi alors qu'elle les concerne? J'ai dit, honorable président, merci. Merci. De cette nuance, elle a parlé donc de la route qui manque à Pikunda et ensuite les peuples autochtones. D'abord, je voudrais commencer par ce qui est le plus important, parce que la situation des peuples autochtones est évolutive. Mais la situation de la route est effectivement un problème qui se pose avec acuité. Le problème de la route, l'honorable l'a posé justement devant la représentation nationale, en vue qu'on trouve une solution idoine, parce que Pikunda, quand même, regorge d'un potentiel important, incommensurable même, il faut le dire. Et nous avons un parc national de grande envergure, le Toku Pikunda, qui doit être justement mis en valeur. Mais vous savez que En vue du tourisme. justement l'écotourisme, qui doit favoriser l'écotourisme, mais sans route, c'est infernal. Et puis en dehors de ça, nous avons des champs de cacao à perte de vue. La Sangha est l'un des départements reconnus justement pour sa culture de cacao. Et nous en avons en abondance à Pikunda. Il nous faut justement des voies de communication qui nous permettent justement de pouvoir exporter ces matières-là. Et nous sommes aussi dans la vision de la diversification de l'économie dont parle le chef de l'État, parce qu'il faut arrêter avec le tout pétrole. Mais pour que nous allons vers la diversification de l'économie, il faut des prérequis. Des prérequis, c'est des voies de communication qui permettent aux populations de pouvoir acheminer ce qu'ils produisent. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas dans le district de Pikunda et nous le regrettons amèrement. Mais voilà, notre doléance, notre combat le plus ardent, c'est justement que le gouvernement pense à interconnecter d'abord Pikunda à son chef-lieu Ouesso, ensuite Pikunda à d'autres départements aussi. Parce que nous sommes accessibles, on peut avoir une route, il y a une possibilité de liaison avec le district de Toku, qui est le district voisin, et éventuellement remonter sur Par voie carrossable. Par voie carrossable. En termes de mobilité, donc c'est la voie navigable qui reste la seule voie d'accès. La seule voie d'accès, c'est 176 km Ouesso, chef-lieu de la Sangha, jusqu'au district de Pikunda. Mais vous savez, d'après quelques éléments de notre enquête, il y a des pistes qui ne font qu'à partir de Toku, qui ne font que 97 km par voie carrossable. Vous voyez que c'est tellement important de désenclaver cette zone-là par rapport à cette route carrossable. Parce que, vous voyez, pour atteindre Pikunda aujourd'hui, il faut passer forcément par Ouesso. Alors, ce n'est pas normal parce que quand on voit la carte géographique de la contrée du département, nous voyons que Toku, en passant par Makwa, c'est encore plus proche atteindre Pikunda qu'arriver à Ouesso qui est en tête, un peu plus loin allant vers la frontière du Cameroun. Donc, ce qui n'est pas assez normal ici, c'est que le gouvernement devait miser sur cette voie parce que ça devait désengorger un peu la zone. Une voie stratégique, prioritaire et commerciale parce que d'après toujours les éléments de nos enquêtes, je vous informe qu'il y a un potentiel économique énorme à Pikunda. Il y a l'agriculture qui se pratique en France. Mais comment évacuer Les produits. les produits? Bien, Pikunda a une élue, c'est la députée. En tout cas, nous savons que les missions d'un député sont claires, c'est constitutionnellement défini. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec la misère des populations, les députés sont obligés d'aller comme à l'extra parlementaire. Et là, je vois quand même Mme Adélaïde se battre corps et âme au cours de la descente parlementaire qu'elle a effectuée. Je rappelle que c'est l'une des rares députés qui a effectué une descente parlementaire au terme des sessions. On va suivre quand même l'ambiance qui a prévalu pendant cette descente. Oh, tout n'y a surtout charge à la mouture na yo mosi. Charge à la mouture na yo mosi. Na yo feko we lamba ye itini lamba basa ko chena ka osa sashe
là bientôt baya kopesa bino bilia bolia. Toute la population de Pikunda est très ravie de rencontrer leurs députés, leurs élus, et surtout que depuis après les élections, ça c'est la première fois, et elles sont également contentes de fêter avec leurs députés. Je présente les vœux les meilleurs d'abord au président de la République personnellement et à maman Antoinette Sassou Nguesso, mais sans oublier toute la population de Pikunda qui nous accompagne, qui nous accueille chaque fois que nous venons ici. On a vu quand même des images assez choquantes. On voit l'état de la contrée, c'est vraiment l'enclavement total. Et bon, Lulu a peut-être encore un commentaire sur Pikunda dans son état actuel. Moi, je voudrais rappeler, puisque vous avez parlé de Madame la députée, je voudrais rappeler que les rôles d'un élu national, député, c'est justement de légiférer à l'Assemblée nationale. C'est dans le sens de prendre d'abord des lois, d'adopter un certain nombre de lois qui vont dans le sens d'impulser la vision du chef de l'État et de garantir le bien-être des populations. Ensuite, le deuxième rôle d'un élu national, c'est justement de faire le suivi de l'action gouvernementale à travers un certain nombre de paramètres, de choses à faire à l'Assemblée nationale, les enquêtes parlementaires, les interpellations selon sa commission. Justement. Alors, la députée de Pikunda, justement, s'est substituée un petit peu de la norme, parce que nous savons que la plupart des députés attendent l'occasion où l'Assemblée nationale donne des moyens pour aller faire le compte-rendu. Mais il faut savoir que nous sommes en Afrique, et nous, les Africains, nous avons un certain nombre de valeurs, à l'instar du partage, à l'instar de l'empathie. En plus, c'est une femme. Vous savez que la femme a plus de sentiments et d'empathie pour les enfants. Et donc, c'est dans cet esprit que l'honorable député de Pikunda s'est rendu dans sa circonscription électorale, en vue justement de renouer les contacts après la période électorale qui a été une période très mouvementée. Et donc, il était de son devoir de repartir dans sa circonscription électorale pour aller d'abord remercier les populations pour cette confiance mutuelle, pour d'abord les moments solennels qu'ils ont passés ensemble en période de campagne, et aussi leur rendre l'ascenseur. Parce que vous savez qu'il y a eu une mobilisation telle, elle a quand même gagné son élection à 94% face à 6 candidats qui se sont mis ensemble. C'est elle qui bat en quelque sorte le record de l'autre. Justement, de longévité, exactement, et Madame la députée s'est rendue dans sa circonscription en vue justement d'apporter, aussi modeste que cela soit, elle est partie communier avec sa base, et c'est donc la raison qui définit sa descente. Et un député ou un conseiller local n'est pas élu sur la base d'un projet de société. Nous sommes élus sur la base de notre pacte, du pacte que le chef de l'État, qui est le près, surtout nous, les élus de la majorité, nous sommes élus sur la base du projet de société que dans les populations a sollicité le chef de l'État. Et donc nous nous inscrivons simplement dans cette vision du chef de l'État en accomplissant un certain nombre d'actions qui consistent justement à mettre en œuvre le projet de société du chef de l'État. Et en la matière, je voudrais que nous rappelons un petit peu exhaustivement les réalisations de l'honorable, parce qu'il est assez important, nous parlons de développement, il faut montrer avec des exemples à l'appui, des éléments qui ont déjà été faits, qui intègrent justement le sens d'impulser ce développement. Alors, pendant 5 ans, l'honorable Adélaïde Rufin Chisso a pu électrifier le district de Pikunda. Vous voyez un peu l'enclavement de ce district, aller emmener le courant dans ce district, c'était un rêve où personne ne pouvait s'imaginer. Surtout acheminer les matériels, l'équipement, justement, c'était vraiment, c'était un vrai fardeau. L'honorable député de Pikunda a quand même pu électrifier le district de Pikunda. L'honorable député de Pikunda a pu équiper le centre de santé de Pikunda, a pu achever les travaux de l'école Longombe. L'honorable député de Pikunda a pu faire ériger des fourrages. L'honorable Pikunda est très proche de sa population à travers diverses actions, et le soutien aux personnes de 3e âge, aux orphelins, qui devient justement une coutume pour elle. Donc c'est un certain nombre de choses comme ça, et surtout les prises de parole à l'Assemblée nationale, parce que sa réelle mission c'est celle-là.
les interventions, les interpellations. On ne se suffit pas simplement à aller poser des actions, mais il faut aller retransmettre justement les doléances des populations, porter la voix de la population au plus haut niveau. Sylvain Bassambina, ça fait quand même réfléchir lorsque l'attaché parlementaire évoque un certain nombre d'actions salvatrices de l'honorable. Alors, sur les 151 députés qui comptent l'Assemblée nationale, si tous se mettaient vraiment à l'œuvre, est-ce qu'on ne devait pas quand même réduire la pauvreté au Congo? Être député, c'est être élu à base des mandants. Et si la population de votre département vous fait confiance, cela revient à dire que vous devrez donc agir en faveur de cette population. Et la première des assistances, c'est justement d'être plus proche de cette population. Et c'est ce que la députée essaie de faire à Pikunda. Malheureusement, dans d'autres départements et dans d'autres circonscriptions, c'est un peu déplorable. Nombreux n'ont pas pu effectuer donc ces descentes parlementaires au moment où les populations les attendaient pour avoir ce retour, malheureusement, justification, qu'il y aurait la crise. Et je pense que ce n'est pas vraiment ça l'important, mais le député est celui qui reste constant et proche de sa population. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Pour enchérir un peu ce que vous avez dit, moi, ça m'est arrivé, en fait, en pleine forêt du Nord, en pleine voie navigable, j'ai eu à comparer deux personnalités. Je prends par exemple un député de la contrée qui est à l'intérieur du pays, par exemple le district de Pikunda, et celui qui réside parfois au Nzé, Djiri, Talangaï. Il n'y a pas les mêmes réalités. Ça veut dire si aujourd'hui, celui ou celle qui est à l'intérieur, qui pose ces genres d'actions, moi je dis c'est double fois, toute fois plus meilleur à entendre. Et ça capte l'attention plus que celui qui est dans la capitale. Voilà un aspect très important. Attaché parlementaire, effectivement. Pour vous qui êtes là-bas à l'hémicycle, le fait pour un député de ne pas effectuer une descente parlementaire, est-ce que c'est une violation de la loi? Justement, c'est une violation du règlement intérieur même de l'Assemblée nationale, parce que je crois que c'est la mission première du député, de faire l'interface entre les populations et les institutions. Et donc, il est du ressort de chaque député à la fin de chaque session d'aller rendre compte à la base des conclusions de la dite session et de rapporter les doléances de ces populations. Et donc, je pense que c'est la mission principale d'abord, et quand vous ne le faites pas, vous violez clairement les dispositions juridiques de l'Assemblée nationale. On parle toujours de Pikunda, cette fois-ci, toujours la réalité sur le terrain, attaché parlementaire, il y a un CSI, il y a une école. Alors, les activités génératrices de revenus pour la population, c'est quoi cette agriculture? Comment est-ce qu'ils la pratiquent? Bon, il faut dire que les populations subissent l'enclavement, l'effet de l'enclavement, parce que vous savez que quand on est désenclavé, ça apporte justement un nouveau dynamisme économique. Les populations se suffisent à l'agriculture à une petite échelle de subsistance, justement, parce que on ne peut pas aller faire des grandes choses du fait que cela ne nous servirait à rien. On ne pourrait pas exporter au-delà de nos frontières. Donc, les populations sont occupées à la chasse, la cueillette, l'agriculture à petite échelle pour l'instant. Et voilà. Mais moi, en tant que conseiller départemental, je regarde sur un spectre un peu plus large du département, parce que nous parlons de développement. La Sangha a eu la chance justement de bénéficier d'un projet très très important qu'on appelle Corridor 13. Justement, le projet du Corridor 13, c'est une vision du chef de l'État, des chefs d'État, qui consiste justement à émailler des infrastructures routières au niveau sous-régional. C'est donc l'interconnexion des différents pays sous-régionaux, l'intégration sous-régionale. Et la Sangha a bénéficié de ce projet important qui quitte donc de Brazzaville jusqu'à Swanké, jusqu'à Ntamble frontalier au Cameroun. C'est déjà un projet important qui va faire que la Sangha soit un carrefour et que la Sangha soit un département incontournable justement dans le processus de développement. Mais à côté de ça, nous avons aussi un deuxième projet très très important que le chef de l'État est en train de mettre en œuvre avec la vision des autres chefs d'État, qui est le Corridor 13. Le Corridor 13 qui va passer par Pukula, à Mfundo, à Betu. Oui, ça passe par Tori, Lumo. Moi, je voudrais bien qu'on revienne un peu aussi sur la jeunesse, de manière générale dans ce département de la Sangha. Quelles sont les aspirations de la jeunesse dans ce processus de développement du pays? D'abord, la jeunesse de la Sangha aspire à être formée. La jeunesse de la Sangha, il faut savoir que la formation, c'est la base de tout développement. La qualité des ressources humaines détermine justement le futur radieux de notre pays. Et la jeunesse de la Sangha doit être formée. On doit mettre un accent important à l'éducation et à la formation. J'ai eu le bonheur justement de suivre à travers les médias traditionnels que la ministre de l'Enseignement supérieur s'était rendue à Ouesso avec son homologue du Cameroun pour aller voir l'espace qui devrait abriter l'université inter-État
qui devrait former la jeunesse dans les métiers du bois, par exemple. C'est une très bonne chose. En tout cas, j'encourage le gouvernement à aller dans ce sens, parce que vous savez qu'une jeunesse formée est une arme pour justement en avenir, pour garantir un avenir meilleur. Donc c'est d'abord la formation, l'éducation. Ensuite, nous avons aussi les soins de santé adéquats qu'on va garantir, parce qu'une population malade ne peut rien faire de bon. Et justement, il faut aller dans ce sens-là. Et aussi aller dans le sens de soutenir l'entrepreneuriat juvénile. Parce que pas mal de jeunes ont des projets, mais ces projets ne sont pas mis en œuvre à cause du fait des subventions. Si l'État peut créer des structures d'accompagnement des projets de la jeunesse, je pense que ça serait une très bonne chose, puisque nous connaissons le dynamisme de la jeunesse du département de la Songa. Oui, mais parlons toujours de cette jeunesse. Est-ce qu'il y a une dynamique, si vous voulez, autour de cette jeunesse, où les cadres peut-être du département se sont réunis pour dire, bon, on va lancer une dynamique en faveur de la jeunesse? Généralement, ce sont des individualités. Dire que les cadres se mettent ensemble pour penser à la jeunesse, ce serait mentir. Parce que moi, personnellement, en tant que conseiller départemental, je n'ai jamais préparé à une telle réunion. Mais est-il que chaque cadre, dans sa contrée, essaie de réfléchir sur comment accompagner la jeunesse? Je prends beaucoup les exemples de Pikuna, parce que c'est un district que je connais, où je suis élu d'ailleurs. Je vois chaque fois l'honorable député créer des réseaux de jeunes pêcheurs, des réseaux de jeunes agriculteurs qui apportent justement de l'aide, des subventions pour accompagner ces jeunes-là à faire de la pêche, créer donc des groupements. Et c'est une manière pour elle d'accompagner la jeunesse. Bon, à côté, je pense que des exemples aussi, on peut y trouver, mais que je ne connais pas forcément. Mais dire qu'il y a un réseau de cadres, non. Jusque-là, je ne connais pas. Okay. Oui, Pas d'action commune. Mais dans ce sens, moi, je parlerai dans le sens des aspirations. Ce que j'ai pu constater de l'Ensanga, il y a un réprimand identitaire de la jeunesse. Ils ne veulent pas s'exprimer. Certes, ils ont un potentiel. Pourquoi cela? C'est une crise de confiance due au manque de formation. Vous n'avez pas une formation adéquate face à peut-être un CV qui vous paraît assez un peu extra, alors que vous avez cette compétence-là de terrasser quelqu'un qui pourra se présenter devant vous. Mais moi, je me dis, la formation est utile dans la Songa. Pourquoi? La Songa, quand on parle de la grande forêt du Nord, quand on parle du bassin du Congo, la grande partie, c'est la Songa. Ce n'est pas la Lukola, parce qu'il y a là-bas, il y a les forêts inondées. Il faudrait s'en reconnaître. Et quand on parle de la faune et la flore, le potentiel économique qui regorge la Songa, c'est à comparer dans nul autre département du pays. Maintenant, à côté de Ouesso, chef-lieu, à 45 km de Ouesso, il y a un village qu'on appelle Pokola. Pokola, il y a la plus grande industrie extractive de bois, la CIB Olam. Maintenant, cette industrie extrait le bois, certes, mais les produits varient, en gamme variée, des crayons, des cahiers et autres. On peut aussi créer une sorte d'industrie étatique, para-étatique, les métiers de design, sur place dans la Songa, au bénéfice des jeunes de la Songa. Et la Songa sera, comme je peux dire, comme c'est déjà un département pays, un département cosmopolite, qui va inspirer d'autres jeunes du département même étranger à venir travailler dans la Songa. Vous voyez, j'ai eu une idée sans te couper, justement, parce que ce que vous dites est tellement important qu'il faut qu'on dise quelque chose d'important. C'est pour ça que nous avons parlé de la formation. La formation, c'est l'acquisition des connaissances et des compétences. Nous avons pas mal de ressources dans notre département, à l'instar du cacao, de l'or, du bois. Il faut que nous ayons des compétences locales qui aillent dans le sens justement de la transformation. Et là aussi intervient le rôle du gouvernement d'industrialisation. Le rôle d'industrialisation, parce que si nous avons, peut-être que nous avons beaucoup de ressources dans la Songa, nous avons des ressources humaines qualifiées, nous avons des industries, rassurez-vous que la transformation se fera et il y aura justement une plus-value, une valeur ajoutée justement par rapport à ce que une transformation qui devrait aussi obéir aux normes actuelles, c'est-à-dire de la gestion durable. Oui, enfin l'impact environnemental et autres. Mais c'est le rôle du gouvernement d'y veiller. Nous avons un ministère de l'économie forestière qui connaît justement les normes des environnementales qu'il ne faut pas violer. Donc nous avons par exemple la CIB, on pouvait créer justement en partenariat avec la CIB pour pouvoir former les jeunes dans la connaissance justement des normes environnementales, par exemple, qui va permettre de pérenniser nos forêts et voilà. Mais est-ce qu'il faut laisser quand même cette lot de mission uniquement au gouvernement? Les élus aussi ne peuvent pas entreprendre une action de nature à booster un peu parce qu'on s'est dit,
l'impact social de ces sociétés devait quand même concerner l'ensemble des districts du département de la Sangha. Mais vous savez que la fin justifie les moyens. On ne peut rien faire aujourd'hui avec le logiciel mental de la jeunesse qui a complètement changé, qui pense que chaque fois qu'un élu réunit les jeunes, il faut qu'il y ait en bois où à la fin. C'est cette histoire justement qui nous pousse, parfois qui freine nos actions, parce qu'on voudrait bien faire de la pédagogie. Mais après, quand vous réunissez un certain nombre de jeunes qui ne comprennent pas forcément les enjeux de votre démarche, ils vous disent à la fin en bois où. Mais vous savez qu'un élu local aujourd'hui n'a pas un budget conséquent pour pouvoir le faire. Non, mais ils vous le disent, c'est certainement en connaissance de cause, parce que nombreux se disent, bon, nous te votons et lorsque tu seras élu, tu vas là-bas, c'est ton bonheur avec ta famille, vous nous abandonnez. Et donc, forcément, au cours d'une campagne électorale, nous avons besoin de l'argent. C'est le discours que vous faites passer, Je vous laisse assumer la responsabilité de vos propos, parce que aucun de nos mandants à moi, enfin nos mandants à nous l'ont déjà dit ouvertement comme ça. Mais éthique, ils voient en nous un miroir de garantie d'un certain bien-être. En fait, je comprends. Quand vous vous présentez à eux, ils vous voient arriver par exemple en voiture, on ne comprend pas forcément quelle est votre mission. Mais je pense aussi que c'est la responsabilité de nos aînés qui sont passés, qui ont fait miroiter à la jeunesse qu'un député, c'était le sauveur de tous. Un député, c'était quelqu'un qui pouvait venir tout faire pour la population. Alors qu'un député, nous connaissons bien le rôle, et nous connaissons bien le rôle aussi des élus locaux. Il faut changer le logiciel mental de ces jeunes gens. C'est important. Le logiciel mental est à reformater pour le bien de la jeunesse de la Sangha. Atachi, est-ce que vous nous confirmez ici que la jeunesse, particulièrement du Pikunda, est fortement scolarisée? Vous nous confirmez cela? Il y a une école quand même. Fortement scolarisée, tout dépend de la densité de la population. Parce qu'il faut voir quand même l'adéquation de la population globalement, et la jeunesse est formée. Mais je reconnais quand même que la jeunesse de Pikunda va à l'école. La jeunesse de Pikunda suit le parcours normal de cheminement normal de l'école. Parce que nous avons des écoles primaires, nous avons un collège. Il n'y a pas plus tard qu'il y a eu 2 ans, nous avons été 2e quand même au niveau départemental sur la base de la proportion d'admis que nous avons eu. Sur 30 inscrits, nous avons eu 26 admis au BEPC. C'était vraiment un record, et cela passe justement par rapport aux efforts. C'est grâce aux efforts de notre élue nationale, Madame Chiso Adélaïde Rufine, qui, tout au long de l'année, a acheté des fascicules, a accompagné, parce qu'il faut admettre que le pays est quasiment en train d'agoniser financièrement, et l'honorable député prend la charge de payer tout ce qui enseigne nos enfants à Pikunda. Et donc nous avons un certain nombre de vacataires qui ne sont pas payés par le conseil départemental, qui sont à la charge de l'honorable député de Pikunda. Avant que nous puissions aborder la descente très bientôt du chef de l'État dans le département, je voudrais qu'on revienne sur les leçons à tirer lorsqu'on voit ce que les aînés ont fait en politique et la manipulation qui a été déclenchée depuis 2015 à aujourd'hui. Quelles sont les leçons à retenir par rapport aux ratés, les faux pas? Bon, moi je pense qu'il y avait un comité de suivi. C'est ce comité de suivi qui doit répondre des ratés et de ce qui a été fait. Je ne passerai pas pour un donneur de leçons, encore moins pour quelqu'un qui vient évaluer ce qui a été fait, mais je pense. En tant que jeune cadre, vous avez quand même un En tant que jeune cadre, je suis déjà content parce qu'il faut savourer ce que nous avons déjà. Hier, Wesso n'avait pas autant de voiries urbaines. Aujourd'hui, nous en avons. Nous avons l'électricité qui devient une énergie pérenne dans la Sangha parce que nous avons un barrage hydroélectrique qui a été réalisé grâce aux efforts du chef de l'État et du gouvernement. Je pense que le reste viendra. Parce qu'on peut avoir des bâtiments, mais si on n'a pas le savoir-faire, si on n'a pas tout l'arsenal qui va avec... Et surtout la maintenance. La maintenance, la main-d'œuvre, je pense qu'on ne fera pas long feu. Donc je savoure ce que nous avons déjà dans la Sangha parce que Wesso est l'une des plus belles villes de notre pays. Les leçons à tirer, c'est qu'il faudrait dire certaines vérités. Nous, dans notre pot, au moins d'observateurs, il nous est permis de le dire. Absolument. Les municipalisations accélérées, la politique du chef de l'État ou celle du gouvernement, moi je trouve qu'il y a eu assez un peu des zones d'ombre. Aucun district de l'intérieur n'en a bénéficié. Est-ce qu'on pourra en refaire autrement? Dans le sens où on lance ce même projet dans la marche vers le développement, mais faire de cette municipalisation accélérée un peu autrement en se basant un peu des réalités des contrées, des réalités un peu des districts. Parce que c'est normalement quand on parle de Wesso chef-lieu, mais le Wesso est alimenté par des districts. Wesso est alimenté par exemple, des villages comme les Mbala, Swanké, Sembe, Pokola et autres. Mais est-ce qu'on ne pourra pas penser carrément de l'arrière-pays et revenir un peu vers le centre?
et ce sera une bonne chose pour désengorger un peu. Accélérée mais Adapté au département. Vous savez, moi, je suis un élu de la majorité présidentielle. Notre devoir, c'est aussi de faire l'apologie justement du projet de société du chef de l'État. Oui. Connaissant la dextérité de l'homme, on n'exclura pas la possibilité que la Sangha connaisse une municipalisation additionnelle, comme l'a connu Pointe-Noire, par exemple. Voilà. Je sais que le chef de l'État est très très ancré, connaît bien les problèmes de tout le pays. Et je pense que les choses sont faites parfois à dessein. Ce que nous avons déjà aujourd'hui, il faut s'en réjouir. Le chef de l'État a un regard particulier. La preuve, c'est qu'il descendra bientôt dans la Sangha avec tous les cadres. Et peut-être qu'il y aura d'autres surprises qui seront annoncées, on ne sait jamais. Martin Vaux, Denis Sassou Nguesso est attendu donc dans le département de la Sangha. Pour quel impact? Alors, Denis Sassou Nguesso va se rendre dans le département de la Sangha. C'est pour lancer les travaux de construction d'un pont sur la rivière La Sangha. C'est un projet à impact économique très important, ça il faut le dire. Alors, attaché pour vous ce projet ou alors le déplacement du chef de l'État dans votre département, tout est fait prêt? Bon, il faut dire que nous avons tenu une rencontre importante entre tous les cadres de notre département. Il y a 3 jours de cela, sous l'impulsion du ministre Maguessa, ministre de l'Enseignement technique. Je crois que ça se tiendra en mars, en début mars, pour des raisons de chronogramme du chef de l'État. Mais déjà, le projet en lui-même, nous vous l'avons dit, l'interconnexion de notre pays à d'autres, c'est vraiment un projet très porteur. D'abord pour notre pays, parce que je vois globalement le pays, je ne vois pas que mon département, pour notre pays, et éventuellement pour le département de la Sangha. Mais tout cela s'inscrit vraiment dans la vision du chef de l'État et de ses pairs de créer l'intégration sur-régionale. Vous savez que nous avons un grand projet africain qu'on appelle la ZLECAf, la zone économique de libre-échange, voilà, interafricaine, donc ça se passera progressivement, et le chef de l'État a déjà emboîté le pas, en commençant à relier son pays aux pays voisins, et ça va aller un peu plus haut. Et je pense que nous, la jeunesse, nous avons tout à bénéficier de ce projet-là, et nous allons nous rendre dans le département de la Sangha en vue d'accompagner le chef de l'État pour la pose de la première pierre de ce grand projet. On va ouvrir des parenthèses parce qu'effectivement, nous parlons de l'intégration sous-régionale. Est-ce que Ouesso reçoit déjà l'influence, par exemple, du Cameroun en termes de bienfaits, en termes de services, en termes... Vous pouvez nous parler un peu de ces échanges entre Ouesso, sur la Sangha et le Cameroun? Ouesso est déjà un département très cosmopolite parce qu'on retrouve beaucoup de Camerounais, beaucoup de Tchadiens. Et d'ailleurs, nous avons le consulat du Cameroun qui est installé à Ouesso, nous avons le consulat de France qui est installé à Ouesso. Vous voyez justement les efforts du gouvernement. Et c'est pour dire que le département est un département très stratégique. Et tout cela renforce simplement, on va dire, la synergie entre nos différents pays, entre les peuples, le brassage entre les peuples. Parce que quand les Camerounais arrivent, ils viennent pour chercher du boulot. Et c'est une plus-value pour notre économie. Et nous nous réjouissons simplement du fait de voir les autres venir autour de nous, c'est bien. Mais lorsqu'on apprend que c'est les produits camerounais qui envahissent le marché de Ouesso et que le contraire ne se fait pas, ça ne vous... C'est vrai, mais il faut justement changer le logiciel mental parce que la jeunesse doit comprendre qu'il faut se substituer un peu de l'idée selon laquelle l'État doit forcément nous employer. Nous ne sommes plus au stade de l'État providentiel. L'État ne peut plus prendre en charge, nous sommes dans le libéralisme économique. Et donc la jeunesse doit comprendre qu'actuellement, l'idéal, c'est d'aller vers l'entrepreneuriat, aller vers l'agriculture. Il y a pas mal de secteurs porteurs aujourd'hui où la jeunesse n'a pas un regard justement sur ça. Et je pense qu'il est de la responsabilité aussi des élus de faire cette pédagogie auprès des populations, de dire que l'État ne peut plus... L'État est en train de s'asphyxier progressivement, mais c'est à la jeunesse de prendre le bateau de pèlerin et de se dire, il faut aller vers l'entrepreneuriat. Excusez-moi, j'ai eu vraiment enquêté dans tous les sens. Il y a ce qui arrivait dans la Sangha à une certaine époque, c'était du foufou, des sacs de foufou qu'on appelait Gari Gombo. Gari Gombo, ce sont des villages, il y a 2 villages du côté du Cameroun qui ravitaillaient Ouesso. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ravitaillait jusqu'à Brazzaville. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Les mamans ou bien la population de la Sangha s'est dit, oui, même le foufou, là où nous avons notre grande forêt du Nord, la terre est tellement fertile, pourquoi on importe même le manioc, même le foufou? Ils ont dit non. Aujourd'hui, allez, vous allez manger le foufou de Ouesso. Vous allez manger le foufou de Ouesso. Gari Gombo ne marche plus. Et voilà même la qualité, la manière même de produire ces foufous-là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a de l'éveil. Les gens ont compris. Certes,
on n'en voit pas assez parce que vous savez que c'est toujours ces départements qui alimentent Brazzaville. Mais allez-y un peu dans les marchés, Bouemba, par-ci, par-là, Mati, à Brazzaville, vous allez retrouver les produits des Wesso. C'est pour dire qu'il y a déjà une sorte de conscience qui se manifeste pour dire que non seulement qu'avant on importait parce qu'on n'a pas compris, mais les élus peut-être sont en train de faire le travail, y compris cette population, parce que moi je n'ai pas travaillé dans cette enquête avec les élus locaux pour éviter, ou soit les députés, pour éviter un peu toute influence, mais j'ai été sainement en échange rapidement avec ce laps de temps. Et j'ai eu ces informations et j'ai touché du doigt. J'en ai même goûté le foufou de Wesso. Je vous dis, c'est de la qualité. Mais en tout cas, le Cameroun, on comprend que Wesso est en train de barrer la route peu à peu à ces expatriés, à ces étrangers qui arrivent. Mais il n'y a pas que le Cameroun. Il n'y a pas que les Camerounais à Wesso. Parlons de la Songa. Il y a la Centrafrique. Voilà un peu la carte du Congo. Il y a la Centrafrique qui est là. Il y a les Tchadiens, comme a su le dire Alvin. Mais non seulement il y a des Français, des Américains, des Espagnols par rapport à la CIB Pokola, mais le ravitaillement, le centre un peu de prendre le repos, c'est toujours Wesso. Vous comprenez un peu l'influence de Wesso par rapport à ce projet Corridor 13. Mais moi, je voudrais dire en tant que jeune que la Sangha mérite tous les grands projets de ce pays. Il faut aujourd'hui, grâce au chef de l'État, comme j'aime bien le dire, son Excellence Denis Sassou Nguesso, la Sangha bénéficie aujourd'hui du projet de la fibre optique, du projet CAB. Il faut amener les populations à aller vers justement des métiers d'avenir. Vous savez, nous avons une difficulté dans nos formations, c'est qu'on nous apprend Socrate. On nous apprend la révolution russe, la révolution, je ne sais pas de quoi et tout, la crise économique. Mais qu'est-ce que l'apprentissage de la crise économique peut apporter au Congo de demain? Pas grand-chose. Pour l'histoire, oui. C'est bien pour la postérité, c'est bien. On peut toujours apprendre l'histoire. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, c'est un autre débat. De plus en plus de jeunes sortent avec des diplômes de baccalauréat en série C, en série A, je ne sais pas et quoi. On doit mettre des programmes adaptés à des métiers à venir. Aujourd'hui, avec la fibre optique, on devrait apprendre aux jeunes à apprendre des grands métiers comme la robotique, comme justement, il faut aller vers des métiers d'avenir vraiment, quoi, qui peuvent donner des débouchés d'emploi à la jeunesse de notre pays. Et même il faut aller en charge justement vers l'adoption des organismes génétiquement modifiés, vers les OGM, hein, comme je le dis, il faut aller vers la robotique, il faut aller vers des grandes technologies futuristes pour que nous arrivons à non sellement rattraper notre retard, mais à aller un peu plus loin encore dans la vision du développement. Justement, puisque vous êtes parmi les voix qui portent là-bas dans la Songa, et particulièrement à Pipunda, c'est ce que vous allez les renseigner dans un prochain avenir, comme vous allez vous rendre. Mais nous avons déjà, dans quelques semaines, nous aurons la session budgétaire du conseil départemental. La date n'est pas encore définie. Je pense que c'est au cours de cette session que les élus locaux vont converger pour discuter autour des grandes questions liées au développement multisectoriel de notre département. Bien, on tend progressivement faire la fin de notre tribune. On va essayer un peu de particulariser un aspect, c'est la jeunesse dans son ensemble, dans la Songa, Pipunda et autres. Est-ce qu'elle s'adonne un peu à des actes de banditisme, d'incivisme, comme on le constate à Brazzaville? Vous savez, ce fléau, il devient un peu général. Ça devient des phénomènes urbains, quasiment. C'est très peu vu dans les districts, mais Wesso, comme grande agglomération, on en voit de plus en plus. Et c'est déplorable parce que la jeunesse doit comprendre qu'elle ne doit aucunement être une caisse de résonance. La jeunesse doit être justement, oui, acteur dans le processus de développement. C'est aussi le rôle de l'État de pouvoir garantir la sécurité et le bien-être des populations en commençant à mettre fin à des actes de vandalisme, à des actes barbares et même terroristes à la limite, des actes auxquels les populations, des jeunes se livrent. Et la jeunesse a tout à gagner en posant des actions salvatrices qui peuvent nous emmener vers le développement. Voilà, je pense que c'est dans ce sens que justement que le chef de l'État a instruit le gouvernement d'implanter un peu partout ces centres de rééducation, donc, qui seront donc des centres de formation en Vadue et d'emploi d'emploi aussi pour ces jeunes qui doivent se réinsérer dans la société. Au lieu de les réinsérer, moi je vais comparer les époques. Vous savez, entre 2002-2003 jusqu'en 2008, il y avait la pratique de ce qu'on appelle, nous aimons tous, hein, quand on était très jeunes, les jeux de l'an dessus. Vous savez, ça favorisait le brassage entre jeunes. Aujourd'hui, il n'y a plus cette valeur ajoutée, il n'y a plus cette instance de distraction, il n'y a plus des événements qui vont constituer à brasser les jeunes. Aujourd'hui, un jeune, il n'y a pas de jumelage, plus de maillage. Donc, ces jeunes sont éparpillés. Vous savez, à l'époque, dans la Songa, il y avait des jeunes, ils disent, bon, moi, je prends un peu mon hameçon, je me jette un peu, il attrape un peu son petit poisson, il vient et se le partage. Hein.
Parce que c'est que là, quand on va jouer encore ensemble, avec toute la ferveur du sport, vous savez que ça unit toujours les peuples. Mais il n'y a plus ces initiatives-là, que les élus locaux n'essayent pas d'en créer seulement au moment des descentes parlementaires ou au moment des élections. C'est aussi le moment de créer des centres comme ça pour essayer de donner plus d'affection. Vous avez parlé de quelque chose de très important, le répit identitaire. La Sangha est un département très uni. La Sangha, aujourd'hui, c'est la méconnaissance de l'autre qui fait en sorte que nous ayons des égards. Vous savez, Pikunda est très enclavé. Vous prenez par exemple nos parents de Sembe Sfonké qui ne connaissent pas forcément l'eau, qui s'imaginent déjà atteindre Pikunda par le fleuve, c'est déjà quelque chose qui va... Mais justement, et ça fait en sorte que le brassage ne se fasse pas, parce que les jeunes de Pikunda ne sortent pas beaucoup aussi. Les jeunes se limitent à Wesso, et on ne connaît pas les réalités de Sembe, on ne connaît pas les réalités de Sfonké, alors qu'on devrait justement converger. Tous on a des mêmes problèmes. On devrait converger autour d'un idéal commun, le développement de notre département. Mais aujourd'hui, l'enclavement fait que on ne s'ouvre pas forcément les uns des autres. Et c'est assez déplorable. Mais je pense que nous avons tous la volonté d'aller vers le développement. C'est notre rêve à nous commun. Et nous, cadres, essayons de travailler dans ce sens-là, de manière à se donner la main, de manière à impulser cette jeunesse à aller vers des projets porteurs pour que nous développons non seulement notre département, mais aussi notre pays dans son ensemble. À tout seigneur, tout honneur. L'honneur revient à la population de Pikunda qui nous a portés là où nous sommes. Et nous n'allons que transmettre leurs aspirations. C'est l'occasion justement de dire à ces populations qu'en ce début d'année 2023, il faut plus que jamais raffermir justement nos liens, être encore plus solidaires, plus unis que jamais autour du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui ne nous a pas oubliés, rassurez-vous, et aussi de dire un grand merci à l'honorable député de Pikunda, avec qui nous convergeons autour des grandes idées, autour de toutes les idées qui peuvent désenclaver et garantir à notre population un bien-être à long terme. Donc vraiment, grand merci. En tout cas, pour vous, merci à vous de m'avoir reçu sur votre plateau. Et j'espère que des émissions comme ça seront pérennes et que nous aurons encore le bonheur de nous retrouver. Et c'est encore l'occasion de vous souhaiter tous bonne année et meilleurs vœux pour ce début d'année 2023. Merci bien, ce n'est qu'une partie remise. Merci. Voilà donc, le sursaut des cadres est ici donc interpellé afin de lier les efforts pour que la Sangha soit réellement désenclavée. Merci.